Voilà, donc l'enregistrement est lancé. Bonjour à toutes et à tous. Donc on va commencer cette présentation du Master MEF. Alors ce que je vous propose de faire, c'est de comment dire, d'agir en deux temps. Un premier temps, je vous ai préparé un PowerPoint que je pourrais vous adresser ensuite séparément de la vidéo. Un PowerPoint qui présente le Master MEF d'Histoire-Géographie et donc la préparation au CAPES Histoire-Géographie. Et donc, ce que je vous propose, c'est de faire la présentation. Il y a 14 diapositives, de vous présenter les 14 diapositives et au terme de cette présentation, de répondre à vos questions, soit que vous pouvez me poser oralement, soit que vous pouvez poser dans le chat à votre convenance. Voilà. Alors, la première chose à vous dire, donc c'est un master, je salue Zineb qui nous rejoint, c'est un master Paris-Saclay. Depuis cette année, donc vous savez que l'université d'Évry est en train de fusionner avec l'université Paris-Saclay. En septembre 2025, il n'y aura plus qu'une université qui s'appellera Paris-Saclay, mais d'ores et déjà, nos doctorats et nos masters sont des diplômes Paris-Saclay. Bien. Donc, il ne faudra pas vous étonner de cet élément-là, ce qui vous explique aussi que les inscriptions se font sur la plateforme Inception, qui est une plateforme Paris-Saclay, et du coup, on vous propose, est-ce que vous voulez préparer le Master MEF d'Histoire-Géographie à Évry ou Versailles-Saint-Quentin? La logique, c'est que comme vous venez d'Évry, que vous êtes rattaché, vous êtes intéressé, c'est de demander Évry. Bien. Ce master est aussi conçu au sein de ce qui s'appelle l'INSPE, l'Institut national supérieur du professorat et de l'enseignement, l'INSPE de l'Académie de Versailles, dont je suis le directeur adjoint pour les formations initiales, et ce qui veut dire que s'agissant de l'histoire-géographie, le master et la préparation du CAPES a lieu dans 4 universités de notre académie, l'université d'Évry, donc l'université de Versailles-Saint-Quentin également, donc pour le périmètre Paris-Saclay, et puis l'université de Nanterre, l'université de Cergy. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les maquettes de formation, les programmes de formation sont montés en commun, et il y a d'ailleurs même, y compris alors, nous préparons aussi un certain nombre d'éléments de formation ensemble. Nous travaillons des cours ensemble à 4 universités, à 4 équipes. Et par ailleurs, il y a, un certain nombre de cours qui ont lieu en commun de préparation. Alors attendez, ça a zappé sur... voilà, j'ai pas fini de faire ma présentation. Je sais pas, il y a quelqu'un qui est en train d'appuyer sur la diapo. C'est pas moi. Bien. Et alors, donc pour vous indiquer le montage institutionnel, donc vous êtes bien à l'université d'Évry, c'est un diplôme Paris-Saclay, et ça s'inscrit, c'est préparé dans le cadre de l'INSPE, de l'Académie de Versailles. À ce titre, il y a 2 référents, le responsable pédagogique, moi-même, je vous ai indiqué mon adresse mail au cas où vous ne l'auriez pas, et la responsable administrative, Sandrine Marc. Bien. De manière générale, quand vous écrivez à l'un de nous deux, il est bon que vous mettiez l'autre en copie, en indiquant bien que c'est le Master MEF Histoire-Géographie, parce que Sandrine Marc gère l'ensemble des Master MEF et son bureau se trouve dans l'aile C du bâtiment premier cycle, bureau C121. Bien. Alors, et donc c'est la référente notamment pour les questions d'inscription, si vous avez des questions et des soucis particuliers pour l'inscription administrative. Donc c'est un master qui prépare au concours d'enseignante en histoire-géographie. Alors, je vous précise que selon vos souhaits, selon vos inquiétudes, vos besoins en termes professionnels, vous pouvez aussi, certains étudiants
passe aussi également le CAPLP lettres, histoire, géographie pour être enseignant de lettres, histoire, géographie dans les lycées professionnels. Certains passent et ou le concours de professeur des écoles. Bien préciser que, et je le redirai en septembre pour ceux qui rejoindront la formation du Master MEF, les inscriptions au concours, que ce soit au CAPES, que ce soit au CAPLP, que ce soit au CRPE, ou même à l'agrégation d'ailleurs, c'est vous, c'est votre démarche, c'est pas au niveau de l'université. C'est pas au niveau de l'université, ça se fait au niveau de la maison des examens à Arcueil, ça se fait en ligne. Je vous donnerai, en passant par le site gouvernemental devenirenseignant.gouv, vous avez le lien. Bien. Donc ça veut dire que vous pouvez à la fois préparer le master d'histoire-géographie, vous inscrire au CAPES et éventuellement, par sécurité, vous inscrire aussi en lettres, histoire, géographie, si vous souhaitez être enseignant évidemment en lycée professionnel ou professeur des écoles, sachant que les niveaux sont souvent un peu moins, c'est moins sélectif, on va dire, mais ça peut nécessiter un peu de préparation quand même. Bien. C'est un master pour préparer le concours, mais c'est aussi un master pour se professionnaliser, c'est-à-dire pour préparer son entrée dans le métier. J'insiste sur ce point parce que souvent, quand on est dans le cadre de la préparation, on vise le concours. On se dit, moi, je mets la priorité sur le concours et tout ce qui pourrait être conçu comme annexe, je verrai ça plus tard. Pourquoi on me demande de faire ça? Pourquoi on me demande de préparer des cours? Pourquoi? Bien, il faut bien voir que on a constaté depuis très longtemps que lorsque on n'est pas préparé à ce métier, lorsque on n'a pas préparé, lorsqu'on n'a pas de connaissances didactiques, pédagogiques, de gestion de classe, etc., eh bien, on est plus à même à être en difficulté dans l'entrée de métier. Et ces difficultés, parfois, conduisent aussi à l'abandon, à la démission, à quitter le métier. C'est plus dur quand on n'a pas été préparé. Voilà. Donc, il y a ces deux dimensions qui sont, d'une part, préparer le concours, d'autre part, préparer son métier, apprendre son métier, et ça s'apprend dans la durée. Bien, c'est ce qu'on vous propose dans le Master MEF. Alors, le Master MEF, donc, qui se passe en 2 ans, désormais, le concours est positionné au terme des 2 années de master, et vous avez un ensemble. Alors, je vais grossir parce que du coup, je ne vois pas suffisamment avec. Voilà. Vous avez un ensemble d'enseignements qui relèvent soit du disciplinaire, soit des dimensions pratiques, soit des dimensions d'ouverture, sachant qu'il y a des passerelles et que, quels que soient les enseignements, on essaye toujours de s'inscrire dans un esprit concours, c'est-à-dire que on vous prépare aussi aux attendus du concours qui sont aussi des attendus de professionnalisation, c'est-à-dire montrer à la fois que vous avez des connaissances scientifiques, que vous maîtrisez la méthode de l'historien, la méthode du géographe, c'est une chose, mais également que vous allez être capable devant les élèves, ou disons que les choses sont déjà amorcées dans vos capacités, dans vos compétences face aux élèves. Bon, donc dans les UE disciplinaires, classiquement, il y a les dimensions de géographie, d'histoire, d'historiographie et d'épistémologie de la géographie. Dans les UE pratiques, tout ce qui est construction d'expérience du métier et analyse des pratiques de stage, c'est un enseignement qui est lié à la mise en stage sur lequel je vais revenir ensuite. La dimension numérique, mais pas numérique hors sol, le numérique pour enseigner, le numérique pour pratiquer. Donc il y a à la fois des enseignements au début, au premier semestre, sur le cadre juridique, sur un certain nombre de points qu'il faut maîtriser lorsqu'on utilise le numérique dans un cadre public et professionnel, mais par ailleurs, c'est également le numérique comme un outil de l'enseignant et un outil au service des élèves. Bien. Alors, ce qu'on appelle questions vives ou questions socialement vives, qui renvoient à des problématiques de gestion de classe
notamment, et je le dis assez vite pour pas entamer le cours, mais notamment lorsqu'il s'agit des remises en question de l'autorité du savoir. Bien. Et puis une UE qui s'appelle Oser, créer, expérimenter, qui permet là aussi des éléments d'ouverture en termes d'enseignement. Alors UE d'ouverture, c'est connaissance du métier, c'est lié notamment à la connaissance de l'institution scolaire. La langue vivante, l'employeur, c'est-à-dire l'éducation nationale, souhaite que ces enseignants puissent avoir une pratique d'une langue vivante, et en l'occurrence, nous, ce sera l'anglais qui est proposé, qui permettent aux enseignants d'enseigner, d'échanger avec leurs collègues, voire européens ou étrangers en tout cas, voire d'organiser des voyages scolaires. Et comment dire, ce que je mets en nota bene, il y a une séance qui est prise sur l'enseignement de langue vivante au début du semestre pour vous présenter toutes les possibilités, autant que faire se peut, de mobilité, de mobilisation de la langue vivante dans le cadre éducation nationale, à commencer par les classes européennes, l'enseignement en classe européenne. Bien. De ce point de vue aussi, on en reparlera à la rentrée, mais il y a éventuellement la possibilité d'une mobilité Erasmus sur le second semestre, une mobilité. Alors cette année, on a une étudiante qui est là à l'université de Porto pour son deuxième semestre et qui par ailleurs fait un stage dans le lycée français international de français de Porto dans le cadre de l'AEFE. Bien. Il y a également un mémoire de recherche à construire. On le travaille sur 2 années, l'idée étant d'alléger le 4e semestre pour faire en sorte que l'essentiel du mémoire se soit travaillé sur les 3 premiers semestres, qu'il ne reste plus au 4e semestre que la soutenance. Il y a également l'histoire des arts. Nous avons un collègue, docteur en histoire des arts, qui mène cet enseignement avec une sortie qui est prévue le 15 juin à la Cité de l'Architecture. Là aussi, des ressources à mobiliser dans les classes avec les élèves. Bien. Alors, je continue. S3, S4, j'agrandis également parce que je voudrais voir un petit peu mieux. Donc, on retrouve nos yeux disciplinaires, géographie, histoire, analyse des situations d'enseignement et documents et grandes questions enseignées. En réalité, ce sont des enseignements qui sont là liés à la fois au concours, parce que dans les épreuves de concours, il y a des dimensions de transposition pédagogique et didactique des savoirs scientifiques et qui sont également liées donc aux situations d'enseignement. On trouve notre UE construction d'expérience du métier, analyse de pratique de stage, connaissance du métier de professeur d'histoire en géographie, où là on s'intéresse plus directement à la configuration enseignement d'histoire-géographie. On retrouve le numérique, un atelier de transposition didactique, on retrouve connaissance du métier. Alors je précise que langue vivante, dans cette configuration, en 2e année, n'est présente que si la première année, ça n'a pas été validé. Recherche et projet personnel et insertion professionnelle. Il manque 2 LE, ça a été coupé au montage, mais voilà, je le corrige oralement. C'est lié à la 2e épreuve de CAPES, qui relève d'un entretien professionnel. C'est aussi une réflexion sur les compétences que vous avez acquises et pour éventuellement réfléchir à quelle pourrait être votre orientation si vous n'obteniez pas le concours, ce qui est évidemment pas notre objectif, mais ce qui peut également arriver. Alors, un point sur les évaluations, plusieurs modalités d'évaluation, que ce soit en contrôle continu, en contrôle en fin d'UE, ou parfois des mutualisations d'évaluation entre UE. Alors,
faire attention au fait que les concours blancs de préparation au CAPES et les oraux, d'ailleurs, j'aurais dû rajouter également les oraux, participent de l'évaluation. Alors, c'est pas gravé dans le marbre, mais la pratique de l'équipe, c'est de rajouter 2 points aux notes de concours blanc pour ne pas gréver la réussite au master. D'une manière générale, on va voir ce qu'il en est, mais d'une manière générale, le master, comment dire, les étudiants ont tendance à avoir peur de rater leur master. Ce qui est difficile, c'est le concours. Le master, c'est une charge de travail, mais tout à fait, tout à fait honnête. Si, comme il est dit dans la diapositive, si on arrive à bien doser son travail personnel. Bien, je pourrais revenir là-dessus si vous le souhaitez en question. Alors, il y a une dimension de professionnalisation. Alors j'ai mis le nom d'une enseignante qui travaille avec nous, qui s'appelle Fanny Blais, et qui travaille ces dimensions de professionnalisation, notamment. Elle n'est pas la seule, mais en tout cas, il se trouve qu'elle est formatrice académique, ce qui veut dire que elle fait la moitié de son service professionnel dans un lycée. Le lycée de Montgeron, le lycée Rosa Parks, elle est agrégée d'histoire, et l'autre moitié de son temps de travail, elle l'effectue dans l'équipe du Master MEF, et elle a la charge notamment d'accompagner la mise en stage. Alors il y a la première année, il y a 3 stages, 3 périodes de stage de 2 semaines chacun. Alors les dates que vous voyez, elles sont indicatives parce que elles sont valables pour 2021, 2022. Elles ne vont plus l'être. C'est à un jour près, quoi. Hein, c'est lié au calendrier. C'est deuxième quinzaine de novembre, deuxième quinzaine de janvier et deuxième quinzaine de mars. Le premier stage est plutôt un stage d'observation. Pardon, excusez-moi. Vous êtes placé en binôme dans la classe d'un enseignant qui va être votre tuteur. Alors, ne vous inquiétez pas pour les affectations. À un moment donné, je vais vous faire remplir un tableur Excel. Vous allez rappeler votre identité, etc., votre mail, vos numéros de téléphone, votre adresse. Si vous avez ou non un moyen de locomotion de type automobile ou moto. Et ensuite, ce fichier est envoyé aux inspectrices qui suivent la formation. Il y a 2 inspectrices qui suivent la formation. Et donc, elles vont proposer des berceaux de stage tenant compte de votre localisation. Hein, bien. Et donc, vous serez par 2 dans une classe, d'abord en observation, puis avec des éléments de pratique accompagnés, c'est-à-dire prise en main de la classe devant l'autre stagiaire et devant le prof qui seront présents. Donc, vous ne serez pas laissé seul, hein, vous ne serez pas laissé seul dans la classe. Bien. Ce sera aussi des temps, et on vous le réexpliquera, des temps où vous pourrez commencer à travailler votre mémoire de recherche, qui est en fait, pour être précis, un mémoire de recherche, un mémoire professionnel, c'est-à-dire c'est une recherche liée au terrain professionnel. Le deuxième stage classique, pratique accompagnée. Le troisième stage, les choses sont en train de changer. À l'origine, ça devait être de la mobilité vers le professorat des écoles, vers les lycées professionnels. Ce sera sans doute un troisième stage pour l'essentiel dans le même établissement que celui que vous aurez eu au 1 et au 2. Donc, ça permet d'approfondir un petit peu votre situation avec le même tuteur et donc de prendre de l'aisance dans la prise en main de la classe. Bien. Donc, je précise là que ces stages ne sont pas rémunérés, ce qui me conduit aussi à vous dire que en termes d'emploi du temps, c'est très contraignant de faire ce master, très contraignant. L'emploi du temps, il est sur la semaine. Il est du lundi au vendredi. Il est tous les jours. Alors, potentiellement, il peut y avoir des journées, des demi-journées qui ne sont pas toujours les mêmes. L'emploi du temps est annualisé.
C'est-à-dire que au début de l'année, pardon, décidément, je vais boire un verre parce que là, j'ai un chat dans la gorge. Au début de l'année, je vous envoie un emploi du temps sur l'année qui évolue en fait, parce qu'il peut y avoir des contraintes, des enseignants qui ont besoin de s'absenter ou des contraintes diverses et variées qui peuvent nous conduire à nous adapter. Mais ça vous donne une idée aussi de la charge, de la répartition de travail. Et c'est aussi une manière de vous dire que voilà, il est difficile d'avoir un travail en même temps. D'autant que quand vous n'êtes pas en cours, vous avez beaucoup de temps de révision, beaucoup de temps de travail personnel. Ne pas oublier que c'est un concours très sélectif, que le CAPES d'histoire-géographie. Il y a beaucoup de candidats pour un nombre qui n'est pas extensible en termes de postes. Je n'ai plus le nombre de postes qu'il y a cette année. On est sur du 500-600 postes. On est facilement sur 1500 candidats. Bon, tout le monde, les 1500 inscrits ne concourent pas, mais en même temps, ça montre qu'il y a un niveau de sélectivité et donc plus on est affûté, plus on est concerné par sa préparation, mieux c'est. La deuxième année, alors, il y a deux types de stages la deuxième année. Donc, c'est un stage long qui se déroule sur l'ensemble de l'année, de la rentrée scolaire jusqu'à la fin de l'année scolaire. Deux possibilités, c'est vous qui choisirez, mais il faudra en choisir une des deux. Donc, soit vous souhaitez prendre un contrat en responsabilité, appelle un contrat en alternance, ou on appelle ça un stage en responsabilité également. Alors, ce stage en responsabilité, c'est 6 heures par semaine. Dans l'emploi du temps, il y a 2 journées qui sont consacrées à cela, le mardi et le jeudi. Ça veut dire que le mardi et le jeudi, en M2, vous n'aurez pas cours. Ni les SOPA, ni les deux modalités de stage. Je vais expliquer ensuite l'autre modalité de stage. Et donc, vous êtes libre pour aller dans votre établissement scolaire. Bien, ce contrat en responsabilité, ça veut dire que vous êtes en charge de classe. Vous êtes le professeur d'histoire-géographie ou la professeure d'histoire-géographie attitré de 2 classes, donc avec toutes les fonctions, y compris les conseils de classe, les copies, les rencontres avec les parents, les bulletins de notes, etc., etc. Pour cela, vous êtes rémunéré, je ne sais plus si c'est vraiment 867 €, peut-être un peu moins. Ça fait quelque chose comme 650, 660 € net. Là, c'est du brut. Voilà. Vous avez un tuteur dans l'établissement. On va vous visiter. Donc, vous avez un tuteur qu'on appelle académique ou de terrain dans l'établissement, et vous avez un tuteur universitaire qui va vous visiter. Et savoir que ça vous ouvre droit, ça peut être intéressant, à une demi-année, dans le cas où vous n'arriveriez pas à passer l'externe, à obtenir l'externe, et que vous seriez obligé de passer, ou que vous souhaiteriez, passer l'interne du coup. L'autre type de stage, c'est un stage en pratique accompagnée. Ça veut dire que là, vous n'êtes pas en charge de classe, bien, mais vous êtes dans la classe d'un tuteur à l'année, avec un autre stagiaire, alors possiblement pas, peut-être ça peut être seul ou possiblement un. J'ai pas pu corriger, j'ai repris cette présentation de l'année dernière avec un point d'interrogation, mais il n'y a pas d'interrogation, c'est pas rémunéré, mais c'est gratifié. Ça veut dire que vous touchez une gratification, je l'ai mis en note, je crois. Voilà. Il y a une petite faute de frappe. C'est bon. C'est 126,36 € par mois sur 10 mois. Donc le contrat, vous êtes payé sur 12 mois. Vous faites toute l'année scolaire et vous êtes donc payé sur les vacances scolaires, y compris le mois d'août. Le SOPA, vous êtes gratifié de septembre à juin, et
pour un total de 1263,60 €, c'est-à-dire 126 € et quelques chaque mois. Bien. Dans les deux cas, ça vous donne, je vous l'indique, le droit au pass éducation, qui vous donne des réductions sur les musées. Bon, j'imagine que vous aurez des questions, mais on se les réserve pour la suite. Alors, les épreuves du concours, vous avez deux épreuves écrites d'admissibilité, une épreuve écrite disciplinaire, donc chaque épreuve est coefficient 2, une note inférieure à 5 est éliminatoire, l'épreuve écrite disciplinaire, donc c'est la forme d'une composition sur 20 en 6 heures. Cette année, le sujet qui est tombé, c'est l'inégale intégration des espaces ruraux en Asie du Sud-Est, qui croisait donc deux sujets préparés, les espaces ruraux d'une part et l'Asie du Sud-Est de l'autre part. Et par ailleurs, il y a une épreuve écrite disciplinaire appliquée qui mêle à la fois une dimension de dissertation, mais une dissertation qui s'appuie sur un ensemble de documents, de 5 documents, et ensuite une deuxième partie de l'épreuve qui consiste en une transposition pédagogique et didactique des connaissances scientifiques exposées dans la première partie. Donc, c'est en lien avec le programme du concours à ce niveau-là. Donc, ça dure également 6 heures et c'est coefficient 2 et c'est noté sur 20. Cette année, le sujet était prévenir et gérer les risques pour les travailleurs en Europe occidentale, année 1830, année 1930. Bien. Alors, il y a une petite coquille, une belle coquille que j'aime beaucoup, qui n'est pas deux épreuves écrites d'admission, mais deux épreuves orales d'admission. Donc, une épreuve de leçon, vous avez 5 heures de préparation, 30 minutes d'exposé, 30 minutes d'entretien sur 20, coefficient 5, qui consiste à la conception et l'animation d'une séance d'enseignement, à la fois les enjeux scientifiques, didactique du sujet et une réflexion en matière d'évaluation. Et puis l'épreuve d'entretien, 35 minutes sur 20, coefficient 3, 15 minutes de préparation, 5 minutes d'exposé, plus échange sur le parcours, l'expérience, les travaux de recherche, les enseignements suivis, et 20 minutes sur 2 mises en situation professionnelle, une d'enseignement, une de vie scolaire, et puis une interrogation sur les motivations du candidat et les capacités à se projeter dans le métier de professeur. On a là une épreuve qui est une épreuve très professionnalisante et qui s'appuie sur tout le travail que vous aurez fait durant les 2 années de master. Les épreuves se déroulent à Châlons en Champagne et en fin de M1, le département d'histoire organise un déplacement facultatif au sens où vous choisissez de venir ou pas, pour les étudiants. Donc le transport est offert jusqu'à Châlons avec plusieurs enseignants qui vous accompagnent pour aller voir comment se déroulent les épreuves orales. Bien. Alors, le programme, on a celui de 2023, mais vous êtes concerné par celui de 2024, puisque vous ne le passerez pas en 2024. Je l'ai mis simplement pour mémoire, parce que les questions en gras, c'est-à-dire la construction de l'État monarchique en France de 1380 à 1715 et l'Amérique latine et population, peuplement et territoire en France, vont rester. C'est-à-dire que, donc, à partir de septembre, c'est ce que vous travaillerez, la question d'histoire moderne et médiévale et moderne d'ailleurs, médiévale moderne, et les deux questions de géographie sont celles qui vont rester au programme. Alors, pour l'instant, le programme de CAPES de la session 2024 n'est pas sorti, n'est pas publié. Il va l'être durant le mois de mai. Alors, il y a une forte probabilité que la question qui est tombée, qui a été publiée en agrégation d'histoire, en histoire contemporaine, soit celle au CAPES. Je dis une forte probabilité, mais ce n'est pas complètement assuré. Les sociétés africaines et le monde, une histoire connectée, 1900-1980. S'agissant de la géographie, là, il y a un gros débat, il y a une grosse incertitude sur le fait que ce serait géographie du politique, c'est-à-dire la question qui est à l'agrégation de géographie. Bien. Les sociétés africaines, ça semble assez probable. Géographie du politique, c'est en question. En tout cas,
On est fin avril, d'ici un mois on le saura, donc ne pas trop s'emballer sur ces deux questions-là et savoir que par contre les 3 questions qui sont en gras sont celles qui vont rester pour la session de 2024. Alors, je vous ai mis des ressources qui sont en ligne, qui sont très importantes. D'une part, devenir enseignant.gouv.fr. Sur ce portail, vous trouverez toutes les informations sur les masters MEF, sur le métier d'enseignant, sur les concours. Vous trouverez sur ce portail aussi les programmes quand ils seront publiés. Vous avez déjà l'agrégation d'histoire, par exemple, qui est publiée. Et vous, par ce biais-là aussi, vous avez les modalités pour vous inscrire au concours en septembre. N'oubliez pas de vous inscrire, il ne faudra pas oublier de vous inscrire et pas vous tromper. On a malheureusement là une candidate, enfin une étudiante, qui s'est inscrite par mégarde à l'interne au lieu de s'inscrire à l'externe. On ne peut rien pour elle, on n'a rien pu faire pour elle. Et si vous oubliez de vous inscrire, on ne pourra pas vous aider. Vous avez une ressource aussi essentielle, la ressource EduScol, sur laquelle vous trouvez l'ensemble des programmes de l'enseignement général et technologique. Il ne faut jamais oublier que l'enseignement technologique aussi fait partie de la préparation. Histoire, géographie, et j'introduis aussi EMC, enfin éducation civique, qui fait partie du panel. Et donc, au terme des 2 ans, quand vous vous présenterez devant le jury, et même quand vous serez même aux écrits, puisque l'épreuve disciplinaire appliquée comporte cette dimension-là, il faudra que vous maîtrisiez parfaitement les programmes scolaires. Bien. Un point également, vous avez une ressource essentielle qui est celle de la bibliothèque de l'Université d'Évry, sur laquelle, sur son portail, il y a une page dédiée avec différents onglets à la préparation du CAPES d'histoire-géographie. Nous travaillons, je travaille et l'équipe travaille depuis des années en étroite collaboration avec la bibliothèque universitaire et notamment avec Armel Loton, à qui vous pouvez vous adresser ou vous adresser à moi pour que on fasse acquérir, si jamais des ouvrages sont manquants pour la préparation au concours. C'est important que vous le signaliez pour que, on ait ainsi un nombre de volumes important pour que vous puissiez avoir votre préparation. Il y a tout un panneau dédié au CAPES physiquement de livres à l'étage de la bibliothèque, et donc vous pouvez d'ores et déjà aller voir ces ouvrages, aussi bien les ouvrages sur les questions qui vont rester, mais aussi des ouvrages de méthodologie, d'historiographie, d'épistémologie de la géographie, qui sont essentiels pour maîtriser nos disciplines. Les inscriptions, eh bien, je vous ai remis les informations. Elles ont commencé depuis le 6 avril. Bon, pas de panique, c'est jusqu'au 12 juin. Il y a d'autres sessions, mais n'attendez pas les autres sessions, s'il vous plaît. Vous n'avez pas besoin d'avoir les résultats de la L3 pour candidater au master. L'inscription se fait sur Inception Université-Paris-Saclay-Paris-Saclay.fr. En cas de souci, vous écrivez à Sandrine Marc ou à moi, mais plutôt à Sandrine Marc pour les questions administratives, pour vous inscrire. Bien. Je crois qu'il y a. Alors, les pièces attendues pour l'inscription, une pièce d'identité, une lettre de motivation, un curriculum vitae, éventuellement un justificatif d'expérience dans l'enseignement, et tous vos diplômes et relevés de notes depuis le bac inclus. Si évidemment vous êtes actuellement en L3, vous n'aurez pas le relevé du S6. Allez jusqu'au S5, ça ira parfaitement, il n'y aura pas de souci. Et puis, on vous demande également de nous indiquer quels sont les masters pour lesquels vous déposez une candidature hors Paris-Saclay. Voilà. Alors, je vais arrêter le partage, que je retrouve comment on fait, qu'on arrête le partage, et peut-être... il faut que j'arrête de faire tuc-tuc, voilà. Et est-ce que...
Bon, je ne sais plus comment on arrête le partage, mais ce n'est pas grave. Arrêtez le partage, ouais, c'est là. Très bien, j'ai arrêté le partage. Et donc, bah, écoutez, on peut prendre une vingtaine de minutes ou plus, hein, s'il y a besoin, pour des questions. Voilà, donc à vous. Soit vous intervenez directement, soit dans le chat. Alors, oui, j'ai préparé quelques questions si vous souhaitez bien y répondre. Allez-y, Guillaume. Vous voulez prendre la parole, Guillaume, hein? Alors, cher Guillaume, l'emploi du temps est tellement complexe. Alors, je vais vous le montrer. Hein, c'est pas un secret d'État, mais l'emploi du temps est tellement complexe et tellement évolutif qu'il n'est pas sur VT. En fait, hein, il n'est pas sur VT. Enfin, il doit y avoir quelque chose sur VT, mais objectivement, je n'en tiens pas compte et je ne m'en préoccupe pas parce que je veux dire, sinon je fais partir en burn-out les comment dire le personnel de VT. Alors, on va essayer. Il faudrait que vous me disiez le sens de votre question, en fait. Ok, c'est pas ça. C'est pas ça. Partager des fichiers. Est-ce que ajouter des fichiers. Bon, allez, on va aller chercher l'emploi du temps. Enfin, pourquoi quelle était votre idée derrière cela, Guillaume? Alors, une semaine. En fait, les semaines sont très évolutives. Alors, mais je vais le faire là. Allez, emploi du temps. Je ne trouve pas. Peut-être qu'il ne va pas vouloir prendre. Ok. Attendez, je vais essayer de voir si je peux faire ça. Hop. Ah oui, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en PDF parce qu'il n'a pas l'air de vouloir prendre mon fichier Excel. Je vais le mettre en PDF. Voilà. Je vais le mettre en PDF et comme ça. Alors, ajouter fichier. Je vais répondre à votre question. Je n'ai pas noté votre prénom, mais je vais répondre. Alors, attendez. Voilà. Là, je charge. Alors, je charge l'emploi du temps là. Au niveau des disciplines historiques, on aura toujours la séparation entre histoire ancienne, contemporaine, médiévale et moderne. David, on aura la séparation en fonction des questions au concours. Donc, par exemple, cette année, il y a au concours, il y a de la médiévale, il y a de l'ancienne, et il y a de la contemporaine, et il n'y a pas de moderne au concours de 2022. Au concours de 2024, a priori, vous allez avoir médiévale moderne et contemporaine. Et vous n'aurez pas d'ancienne. D'accord? Donc c'est pas voilà. Est-ce que ça répond bien à votre question? Parce que là aussi j'ai du mal à bien la cerner, votre question. Est-ce que j'ai répondu, David? Alors, je repasse en mode je partage. Partager des fichiers. Est-ce que c'est chargé? Voilà, c'est chargé. Partager. Ah, il veut pas. Partager maintenant. Voilà. Et voilà. Donc, j'ai sélectionné. Donc, vous devriez voir. Alors, c'est peut-être un peu petit, quoi. Mais voilà. Toc, toc, toc. Alors, en fait, j'ai pris le dernier emploi du temps. Voilà. Enfin, l'emploi du temps à jour, si vous voulez, qui a cours et il date du 21 mars. Et donc, voilà.
Le lundi matin, ils ont géographie de 9 à 12, histoire ancienne l'après-midi. Alors, c'était mutualisé, on va voir les mutualisations, mais ça va sans doute évoluer l'après-midi, puisque la question était la même pour les M1 et les M2. De l'histoire contemporaine le mardi matin, les frontières en géographie le mardi après-midi, le mercredi matin, méthodo de la recherche, construction d'expérience du métier l'après-midi. Donc vous voyez, ça fait du 9-17 tous les jours. Et pourquoi il faut 9-17 tous les jours, et en réalité, alors ça va peut-être comme ça. Est-ce qu'on est... Non, c'est pas ça. Et en réalité, ça continue le jeudi, vendredi. En réalité, vous voyez, c'est là vous avez en blanc des mercredis après-midi, vous avez quelques journées, hein, mais c'est beaucoup plus dense qu'en licence. L'emploi du temps est beaucoup plus dense qu'en licence. Et là, ce que vous avez en jaune, c'est les 2 semaines de stage SOPA qui sont positionnées, celle de janvier, celle de mars. D'accord. Vous avez des périodes de vacances. Voilà. Est-ce que ça répond suffisamment ou est-ce que vous voulez d'autres précisions? Ouais, oui, ça, on se rapproche un peu du modèle d'une prépa. Oui, c'est une prépa concours. Voilà. Pour le coup, c'est une prépa concours dans lequel il y a une dimension de préparation au métier. Et effectivement, la dimension, à la différence de la licence que vous êtes en train de préparer, pour certains d'entre vous, pour la plupart d'entre vous, une licence, il faut atteindre un certain niveau de compétence. Et si toute une cohorte atteint ce niveau de compétence, toute la cohorte est diplômée. Pour le master, tous ceux qui atteignent le niveau de compétence du master attendu seront diplômés. En revanche, il y a un nombre limité de places pour devenir enseignant, de places au concours. Donc, plus le niveau de compétence atteint est élevé, plus il est difficile de rentrer dans ceux qui auront le concours. Voilà. C'est pour cela que ça demande un engagement. Alors, d'ailleurs, puisque vous me parliez d'emploi du temps, que je vous indique tout de suite l'information, c'est que la rentrée, elle se fera le 5 septembre au matin, et nous commençons l'année le 5 septembre. Hein. C'est une année qui va du 5 septembre à, disons, on va aller jusqu'à la mi-juin pour les cours, hein. Mais après la mi-juin, voilà, il y a aussi, il y aura, comment dire, le départ à Châlons, voilà, après le 15 juin. Voilà. Le dernier cours cette année en M1, il a lieu le 15 juin. Hein, et en fait, c'est une sortie à la Cité de l'Architecture. Donc, c'est la dernière date. Et ensuite, il y a une autre date avant le 30 juin, je crois c'est peut-être le 30 ou le 21 juin, je ne sais plus, où les étudiants vont se rendre à Châlons. Voilà. Donc, il faut prévoir une année pleine. Est-ce que je réponds à votre question? Est-ce que vous avez d'autres questions? Dites-moi, je suis là, et donc autant que vous me posiez les questions. Auriez-vous des conseils de révision pour les grandes vacances afin que nous puissions nous préparer à la rentrée de M1 après les partiels de L3? On est bien d'accord. Alors, comment dire? D'une manière générale, je dirais que sur les questions qui sont déjà posées, donc c'est les 3 qui sont en gras, vous pouvez aller voir des ouvrages, des manuels généraux de préparation au concours. Il y a plusieurs éditeurs qui font ces ouvrages, que ce soit Atlante, Ellipse, Bréal. Bien. C'est pas, dans un premier temps, c'est pas forcément la peine de multiplier les ouvrages.
Voilà. Il faut essayer de trouver un ouvrage, un manuel de concours sur la question. Hein, et vous pouvez aller voir à la bibliothèque universitaire, justement, parce que ils y sont tous, les manuels, on les fait commander, il y en a plusieurs, il y a plusieurs exemplaires, vous pouvez d'ailleurs les emprunter, hein, comment dire, et donc travailler à fond sur un ouvrage, bien comprendre le sens de la question, c'est déjà une première approche. Le deuxième élément d'approche aussi, c'est de se procurer des manuels scolaires en cours, hein, pour voir ce qui est travaillé dans l'enseignement secondaire, y compris à travers, alors à la fois pour maîtriser les contenus, les programmes, et également sur les questions de concours, voir ce qui est enseigné, ce qui sont les connaissances de base. Donc ça, c'est une bonne, comment dire, c'est une bonne chose à faire. Après, d'un point de vue de l'historiographie, parce qu'on travaillera l'historiographie ensemble, je vous conseille un ouvrage qui est en 2 volumes. Là, moi, je vous conseillerais de l'acheter, là, pour le coup. Il est à la BU, mais je vous conseillerais de l'acheter. Il doit coûter 7-8 euros chaque volume. Hein. Ce sont des livres de poche. C'est un folio histoire. Ça s'appelle Historiographie. Donc, il y a Historiographie 1, Historiographie 2. Les auteurs, c'est François Dos, Patrick Garcia, Christian Delacroix. Alors, il dirige les volumes. C'est des sortes de grosses encyclopédies, mais dans lesquelles toutes les thématiques historiographiques, les concepts, les notions, les grands courants historiographiques sont évoqués. Et donc ça, c'est un bon élément à travailler si vous n'êtes pas encore au clair à ce stade de vos études, en ayant suivi des cours d'historiographie en L1 et en L3. Si vous n'êtes pas encore tout à fait au clair, c'est un ouvrage à acquérir, qui ne se lit pas de la première page à la dernière page. C'est une forme encyclopédique, mais allez, on rentre dedans et on choisit un article qui nous intéresse le plus, et puis après on va à un autre, etc. Et puis progressivement, de cette manière-là. Voilà. Donc je dirais des manuels de préparation au concours sur chacune de questions. Je dirais en choisir un qui vous semble, qui vous intéresse, dans lequel vous rentrez plus facilement. Je dirais ensuite des manuels scolaires. Les manuels de la 6e à la terminale, y compris les voies technologiques, et l'ouvrage Historiographie 1, Historiographie 2, voilà. Et au moment de la rentrée, on vous fera d'autres présentations. Et puis, ce que je vous indiquais, c'est que vous pouvez aller sur le portail de la bibliothèque universitaire, le lien que j'ai indiqué, et là aussi, en collaboration, donc Armel Loton avec l'équipe, présente les ouvrages qui sont disponibles à la BU et qui sont au sujet traité par le concours, au sujet du concours. Voilà. Alors, autre question éventuelle? Monsieur? Oui, Zineb? Oui, j'avais une question par rapport au stage. J'ai pas bien compris. Oui. Est-ce qu'on doit les rechercher nous-mêmes, les stages, ou on est affecté à des établissements vous les recherchez pas vous-même, vous êtes affecté, et vous êtes affecté en tenant compte de votre localisation et ou de votre capacité à avoir une automobile, à vous déplacer par vous-même. D'accord. Donc, c'est pas une affectation au niveau national. Ça se fait en échange entre vous, moi et les inspecteurs. D'accord. Donc, clairement, voilà. Pour les stages de première année, en septembre, courant septembre, je vais vous demander de remplir un tableur Excel. Vous allez donner vos coordonnées, etc., et votre adresse, etc. Et fonction le choix se fait après, fonction de est-ce qu'il y a un enseignant qui accepte de vous prendre en charge ou pas dans les établissements scolaires, ce qu'on appelle un tuteur, d'accord, qui accepte et aussi qui est compétent, qui a été formé, qui sait faire, voilà. Donc c'est ça l'élément, c'est ça l'élément, voilà. Et la deuxième année,
Là aussi, hein, vous ne cherchez pas le stage. La deuxième année, soit vous avez candidaté à un contrat, soit vous préférez le stage d'observation et de pratique accompagnée. Mais là aussi, alors les contrats, les demandes de contrat, elles viennent d'être déposées par les étudiants pour l'année prochaine, prochain, en M2, et donc là aussi, c'est soumis. Alors les contrats sont soumis à l'acceptation par l'inspection, hein, par le rectorat, qui dit oui ou qui dit non, alors fonction de différents critères, en demandant l'avis des responsables de formation, donc y compris de moi-même. Et faut savoir qu'en histoire-géographie, il y avait cette année 24 contrats étaient proposés, et dans l'académie, 15 étudiants ont demandé un contrat, dont 3 à Évry. Voilà, 3 à Évry. Voilà. Donc il y en a d'autres qui viennent de l'Académie de Paris également, mais pour lesquels on va sans doute pas répondre positivement. En tout cas, voilà, on verra. Donc et là aussi, c'est fonction de votre lieu d'habitation et est-ce que vous avez une voiture ou pas. Il ne s'agit en aucun cas de vous mettre en difficulté. Par rapport à ce stage, de vous rendre la vie impossible en vous créant une situation où vous auriez 2 heures de transport le matin et 2 heures le soir. Donc c'est pas du tout le sujet. Mais vous ne cherchez pas les stages, on vous affecte. L'éducation nationale vous affecte. Voilà. Très bien, merci. Est-ce que d'autres questions? Oui, allez-y, Guillaume. Non. Lors des nocturnes, la présentation sur les génocides des Arméniens, pas génocide arménien, le génocide des Arméniens, lors des nocturnes, c'était pas la présentation du mémoire de vos camarades, parce que ce qui s'est mêlé, c'est que il s'est mêlé des étudiants de master recherche qui eux présentaient leur mémoire de master recherche et des étudiants de M2 qui étaient d'ailleurs sur un statut plutôt de fonctionnaire stagiaire, pas tous d'ailleurs, mais qui eux ont présenté, disons, une proposition didactique suite à une conférence qu'ils avaient suivie par un spécialiste du génocide des Arméniens. Donc, si vous voulez, ils avaient eu comme tâche d'assister à cette conférence sur les génocides des Arméniens et ensuite de proposer une transposition didactique et pédagogique pour la classe. Et donc, c'est ça qu'ils vous ont présenté. Bien. En revanche, s'agissant du mémoire, on va reconduire vraisemblablement le dispositif de cette année, c'est-à-dire vous allez vous inscrire dans un programme d'ensemble sur les gestes, sur la question des gestes. On travaillera la question des gestes d'un point de vue épistémologique, d'un point de vue historiographique. On partira notamment, si je le trouve sur mon bureau, qui est mal rangé, on partira notamment de l'ouvrage majeur et initiateur de Jean-Claude Schmitt, La raison des gestes dans l'Occident médiéval. Bien. Et donc, on fera tout un travail d'épistémologie, d'historiographie, de lecture scientifique au premier semestre. Et disons, sur la seconde moitié du premier semestre, en lien avec le SOPA 1, vous commencerez à réfléchir sur les gestes, cette fois-ci non pas d'une manière large, mais d'une manière, les gestes professionnels et mieux encore, les gestes de l'enseignant. Et donc, sur les stages de première année, vous aurez à enquêter, à mettre en place des grilles d'observation, des entretiens, etc., selon des thématiques que vous préciserez. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a 15 étudiants en M1, il y a 15 sujets différents. 15 sujets différents dans ce cadre sur les gestes. La deuxième année, vous serez dans la mise en application dans la classe ou dans votre établissement scolaire d'une problématique que vous avez affinée autour de la question des gestes. Alors certains travaillent sur la question de l'autorité, il y a un étudiant qui travaille sur les postures, les gestes et l'organisation de la classe, de la salle de classe. Bien.
Et donc, à chaque fois, il y a à la fois une dimension d'observation, de collecte des informations et d'appui sur les travaux scientifiques. Donc, c'est un mémoire qui a une dimension de recherche scientifique, mais vous n'allez pas aller travailler en archive comme dans le master recherche. Et c'est aussi un mémoire qui a une dimension professionnelle, puisque c'est une réflexion en lien avec votre entrée dans le métier. Est-ce que Guillaume dites-moi si c'était suffisamment clair et précis mon explication, parce que ce n'est jamais simple d'expliquer cette dimension. Voilà. Et donc, on le fait vraiment sur 2 ans, encore une fois, pour vous éviter d'avoir à faire un mémoire la 2e année et principalement durant la période de concours. D'accord ? Donc, on va dire que au mois de janvier du M2, le mémoire sera terminé pour l'essentiel. Bien. On réfléchissait collectivement au niveau de l'académie hier soir, en histoire-géographie, sur les dates de soutenance. Donc, vos camarades qui sont à M1, vraisemblablement, on proposera 2 sessions, une en fin janvier, une après les écrits de concours, pour ceux, fin janvier, pour ceux qui souhaiteraient se libérer du mémoire avant les écrits, avant de rentrer dans le rush des écrits et du concours, ou pour ceux qui disent j'ai encore besoin d'un peu de temps après le concours, bien on proposera 2 sessions vraisemblablement fin janvier, ou courant janvier et fin mars. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, est-il possible de devenir titulaire d'un poste autrement que par l'obtention du CAPES, notamment si nous validons le master ? Pour devenir titulaire de la fonction publique, pour l'instant, ça peut changer, mais pour l'instant, il faut un concours. Il faut un concours pour être titulaire de la fonction publique. En revanche, pour devenir enseignant, on peut devenir enseignant contractuel. Bien. Et il est certain que avec la montée du nombre de master MEF, eh bien, ceux qui auront un master MEF auront plus la possibilité, mais ça dépendra de l'offre évidemment, mais d'obtenir des contrats, de devenir contractuel de l'éducation nationale et donc d'enseigner, et y compris au bout de 3 ans d'enseignement, de passer les concours internes, agrégation interne ou CAPES interne. Voilà. Donc, la voie pour devenir enseignant titulaire, c'est celle des concours, externes ou internes. Le Master MEF ouvre évidemment la voie à la contractualisation, qui est une situation moins favorable d'un point de vue salarial et d'un point de vue de visibilité, mais qui en même temps permet d'obtenir un emploi qui peut être durable. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Est-ce que d'autres questions se posent ? Profitez-en. Voilà, Idriss. Moi, j'ai une question, oui, merci. Oui. D'ordre personnel, en fait, c'est concernant la formation continue. Est-ce que je dois contacter quelqu'un en particulier pour m'inscrire après ce régime ou pas forcément ? Vous voulez dire au niveau de la formation continue ? Non, je pense qu'il y a une adresse générique, la formation continue, Idriss, il me semble. Je regarde. J'ai des, comment dire, c'est pas toujours forcément la même personne avec qui j'échange. Formation continue, si je pouvais trouver rapidement la réponse. Je pense qu'il y a une adresse générique. Comment dire, est-ce que je vais essayer de la trouver rapidement. Voilà. Tac. C'est tout simplement fc@unif-evry.fr. D'accord ? FC. D'accord, merci. Voilà. Et sinon, ma correspondante, je pense que c'est elle qui suit plus particulièrement cela, mais autant aussi écrire l'adresse que je viens de vous donner, mais sinon, c'est Madame Pascale Lestieux, Pascal avec un E à la fin, Pascal
e.lestieux, Lestieux, et donc univ-evry.fr. D'accord? Voilà. Okay, et donc vous passez par elle, vous passez par la formation continue, et ils vont ensuite s'adresser à moi pour que je valide votre dossier. D'accord? Voilà. D'accord, mais il faut aussi faire sa candidature sur le site de Paris-Saclay, j'imagine. Je suis pas toujours bien au clair là-dessus. Vous pouvez écrire à Sandrine Marc aussi, poser la question. D'accord, hein, sur je n'ai pas. Là, vous me posez une question sur. Je pense. Alors, la réponse est oui. La réponse est oui, parce que sans vous inscrire, sans candidater à Inception, vous ne pouvez pas après vous inscrire au master. Vous ne pouvez pas être pris. Voilà. Donc, il faut rentrer dans cet élément-là. Mais si j'étais vous, j'interrogerais peut-être Madame. Vous pouvez écrire à Madame Lestieux et Madame Marc en même temps, hein, et leur dire voilà ce que je relève de la formation continue. Quelle démarche dois-je faire en premier? Est-ce que je passe par la formation continue et je m'inscris à Inception après, ou comment je fais? Voilà. Je ne sais pas exactement quel est le tuilage entre les deux, mais il va falloir faire les deux effectivement. Voilà. Ok, merci. D'accord. Alors, combien sont reçus, vous voulez dire, dans la préparation? On va dire que on a en général. Vous voulez dire en général au niveau français? Bah, on est à peu près sur un reçu pour 3 candidats. Un reçu pour 3 candidats. Voilà. Donc, non, sélectif. Mais excusez-moi, monsieur. Pardon? Non, moi je parlais par rapport à la classe qu'il y a à Évry. Est-ce combien? Vous voulez dire? Bah, donc c'est pas en général, hein. Oui, non. On est à peu près dans ces, si vous voulez, on est à peu près dans ces proportions. 1 sur 3. On augmente nos chiffres parce que un certain nombre d'entre vous décidaient d'aller passer aussi soit lettres, histoire, géographie, soit professeur des écoles, en se disant bah moi j'ai besoin de travailler absolument, je préférerais être prof en collège ou en lycée, mais voilà, bah, si je vais enseigner. Et certains s'épanouissent mieux en lycée professionnel ou en école primaire éventuellement. D'accord? Donc ça monte à 50%. Autre question? On n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout de la nuit non plus, hein, donc, mais tant qu'on est là, autant profiter, et puis en sachant que, comment dire, par ailleurs, donc ce sera enregistré, ce sera sur eCampus ou sur un site, sur le site de l'INSPE sans doute, et que par ailleurs je vous enverrai le PowerPoint. Et puis je suis toujours ouvert aux questions que vous pouvez me poser directement par mail. Je vous répondrai si d'autres questions vous viennent, ou si vos camarades qui n'ont pu être là souhaitent poser des questions. Alors, il y a, comment dire, au nombre de places, il y a 25 places. Alors, combien y a-t-il de places pour le Master MEP? D'autres étudiants en dehors d'Evry, sélection difficile. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par sélection difficile. Si c'est difficile pour moi ou si c'est difficile pour vous. Bon, on va dire que les montants d'Evry sont priorisés. Hein. Parfois, on a quand même. On ne prend pas forcément tout le monde, hein, y compris d'Evry, au sens où si le niveau est trop fragile, on peut avoir des doutes, parce que c'est quand même. Vous voyez, vous me posiez la question des résultats. Ben oui, c'est-à-dire que si on arrive avec un niveau un peu faible, et puis il y a l'histoire et la géographie, ça peut être compliqué. Bon, mais on va dire que, allez, 98% des étudiants d'Evry qui candidatent sont pris. Il y a 25 places. L'effet Paris-Saclay donne une grande visibilité à nos masters, ce qui fait qu'on reçoit 90 candidatures, hein, mais que
je dirais que il y a beaucoup de candidatures d'étudiants qui n'ont pas les prérequis, qui viennent de master complètement, qui viennent de licences complètement autres, qui demandent d'ailleurs une grande variété de masters sans grande cohérence et dont on voit tout de suite qu'ils n'ont pas une motivation. Il faut avoir une motivation. Hein. C'est clair qu'il faut être motivé parce que c'est compliqué, hein, c'est prenant, c'est une formation sélective. Et ensuite, on a derrière un métier, on a un emploi, déjà, on a un métier, on a un emploi. Hein. Donc, c'est un vrai engagement de votre part. Et nous, de notre côté, l'équipe pédagogique est composée d'universitaires de l'Université d'Évry. Parfois, on fait appel sur certaines questions à des universitaires compétents d'autres universités. Ce sera sans doute le cas pour l'Afrique, hein, parce qu'on n'a pas d'enseignants attitrés sur ce sujet, mais on a déjà des contacts d'enseignants universitaires, mais également des professionnels du terrain, des enseignants du secondaire, des inspecteurs, etc. Donc, on a un engagement très fort de l'équipe, et donc, voilà, il faut que la sélection se fasse à niveau. Donc, si vous voulez, on avait facilement 90 candidatures l'année dernière. On a retenu facilement une trentaine de noms. On en retient plus parce qu'en réalité, certains des candidats ont un excellent dossier, mais ont peur, demandent plusieurs universités en même temps. Et donc ont un choix de cœur, quoi, un choix de proximité. Hein. Tel étudiant qui a étudié à Nanterre toute sa scolarité se dit si Nanterre ne me prend pas, je vais candidater à Évry, mais il va aller à Nanterre. Donc on sait à peu près qu'il ne viendra pas, on ne lui refuse pas la place, mais on sait qu'il ne viendra pas. Bon, et donc d'une trentaine, de 90 candidatures, on en a sélectionné une trentaine. Et finalement, on en a eu 19 qui sont venus et 4 qui sont partis au cours du premier semestre parce que ça correspondait pas à ce qu'ils souhaitaient, parce que parce que c'était pas leur choix finalement, parce qu'ils se sont dit qu'ils s'étaient mal orientés. Et donc, on reste avec 15 étudiants solides qui ne viennent pas tous d'Évry, Donc, ça fait un bon mixte. Voilà. Donc, il n'y a pas trop d'inquiétude sur la sélection. Voilà. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question, Guillaume? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Personne? Alors, Guillaume n'a plus de questions. Donc, si vous n'avez plus de questions, si d'autres n'ont pas de questions, écoutez, je vais arrêter l'enregistrement. Vous souhaitez une bonne soirée et vous indiquez que voilà, je suis à votre disposition en cas d'autres questions que vous n'auriez pas posées durant cet échange. Et voilà, donc les choses sont toujours disponibles. Alors,